Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel atelier des universités des achats. L'humain au cœur de l'e-procurement. Comment mettre le digital au service de l'humain? Voilà le thème qui nous réunit. C'est au fond le thème qui correspond peut-être le mieux dans sa formulation à la thématique de ces universités, puisque c'est l'homme qui est partout dans ces universités des achats. Alors, pour en parler de ce thème si important, on est avec Mélanie Lehoux, qui est la fondatrice d'Ibat, éditeur de logiciels qui s'appelle EasyBuy. EasyBuy, c'est une ancienne responsable achat, c'est tout sauf un détail, ça veut dire qu'elle connaît quand même un tout petit peu le métier, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, vous êtes un éditeur expert du source to pay, c'est ça? Exactement. Je commence à apprendre un peu les anglicismes, et en français, pour ceux qui sont comme moi un peu handicapés de l'anglais. Du sourcing fournisseur, toute la relation fournisseur, jusqu'au paiement du fournisseur. J'ai compris. Vous êtes avec Fabien Merchez, qui est le directeur des opérations donc chez Ibat, et qui va compléter vos analyses et vos regards. Et puis, nous avons deux invités de choix, puisque nous sommes accompagnés par Denis Fessel, qui est le directeur des achats stratégiques de Spibatignol. Spibat, quand on est du métier, voilà. On appelle ça Spibat, c'est un des fleurons du BTP français. 7500 collaborateurs, un petit peu plus de 2 milliards d'euros d'activité, c'est ça? C'est ça. Et donc, dans plein de métiers, et partout en France et en Europe ou pas? Partout en France et dans quelques pays du monde. Quelques pays du monde. Et puis Patrick Chaban, qui est consultant senior, il m'a dit que c'est très important parce que voyez-vous, quand on est senior, on est mieux payé. C'est ça qu'il a dit. Et oui, et il a raison d'ailleurs. Hein. Il est le créateur du baromètre du succès de la transformation digitale des achats. Il aura peut-être l'occasion de nous en parler. Il est basé à Versailles et donc c'est un partenaire du CNA. On aime beaucoup Patrick ici. Alors, l'humain au cœur de l'e-procurement. En quelques mots, est-ce qu'on peut poser les enjeux de notre sujet? Effectivement, Gabi, j'imagine que récemment, vous avez acheté dans votre canapé le soir sur une marketplace. Hyper intuitif, facile d'utilisation. Vous avez peut-être utilisé la solution pendant 2 minutes pour passer votre commande. Vous n'avez pas été formé pour ça d'ailleurs. Non. Et pourtant, ça se fait facilement. La question, c'est pourquoi est-ce que c'est si compliqué, finalement, d'acheter en entreprise? Pourquoi on passe tellement de temps à faire une commande? Pourquoi les logiciels sont si complexes d'utilisation? C'est une vraie question, et tout simplement parce que depuis plusieurs années, ces logiciels n'incluent pas l'humain au cœur de la conception. Alors je comprends les éditeurs, c'est complexe de le faire, de comprendre les besoins de l'utilisateur, de se mettre à leur place, derrière, de co-construire la fonctionnalité avec le client utilisateur. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, et de lutter chaque jour pour garder des écrans intuitifs. C'est quelque chose qui prend du temps, qui n'est pas inné et qui a besoin d'être dans le cœur de la stratégie de l'éditeur. Nous sommes plusieurs responsables achats, c'est un responsable achat dans la société. Nous avons vécu le déploiement de SI achat complexe dans nos anciennes sociétés et on sait trop bien comment un SI achat peut abîmer l'image d'un service achat au sein de l'entreprise et on ne veut pas que nos clients vivent ça. Donc cet élément-là est une obsession pour nous, c'est au cœur de notre stratégie. L'humain au cœur de notre solution est vraiment un enjeu très important. Si ça, c'est pas du teasing, alors là, vous me direz. Alors on enchaîne tout de suite avec le chiffre du jour et vous allez voir que ce chiffre du jour, il va encore renforcer tout l'intérêt de ce sujet. C'est parti. Alors qu'est-ce que vous avez choisi? Il va apparaître ce chiffre du jour. C'est 2. Alors 2, c'est pas grand-chose. 2, c'est quoi? 2, c'est 2 mois pour déployer notre logiciel EasyBuy. 2 mois, c'est un temps qui est court, qui est efficace et qui permet à tout type d'entreprise de déployer notre solution. Alors ce n'est pas du marketing, c'est réellement 2 mois. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est le groupe Paris-Ouest qui a déployé notre solution en un seul mois entre le kick-off et le go-live. Là, ça a été vraiment un déploiement impeccable. À côté, Paris-Ouest est une ETI qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Deuxième exemple, et Denis va pouvoir nous en parler, c'est le groupe Spibatignol qui fait plus de 2 milliards, 80 filiales en France, 7500 à 8000 salariés et qui a déployé notre solution en 5 mois entre le kick-off et le go-live. Alors, je suis obligé de vous demander si vous confirmez, mais imaginez que vous disiez non, je confirme pas. Alors, on serait dans une grande solitude sur ce plateau. Je confirme 5 mois pour déployer. Mais en fait, cette durée un peu plus longue que les 2 mois a été aussi due au fait que c'est un outil qu'on a dû interfacer avec déjà des outils qui sont dans la maison.
Donc ça a pris un peu de temps. Et en fait, le déploiement vis-à-vis des opérationnels, lui, il a été très rapide. La prise en main, une fois que l'outil était prêt, la prise en main était très rapide vis-à-vis. Ça faisait partie des critères de choix, ce délai de mise en œuvre. C'était un des critères de choix. Le deuxième critère de choix, c'était aussi le fait que l'appli soit mobile. Mais je pense qu'on reviendra sur ce sujet-là un tout petit peu. Et le prix peut-être aussi, on y reviendra. On y reviendra. Bien, allez, on a eu notre chiffre du jour, on a compris qu'il y avait des enjeux aussi de délai, et on va dérouler nos questions avec la première que vous avez prévue. Elle concerne le côté humain, on est là pour ça. Pourquoi est-ce qu'il est important de prendre en compte l'humain dans la mise en œuvre de cet outil ? Alors, pendant de nombreuses années, les logiciels ont été conçus pour automatiser les tâches, pour centraliser l'information, mais pas pour servir l'humain, l'homme et la femme qui sont derrière les écrans. Et ça a généré des projets complexes à déployer, lourds, qui prennent énormément de temps. Ces solutions se déploient entre 12 mois et 36 mois, c'est chronophage, ça prend beaucoup d'énergie, ça coûte très cher, si on parle du prix, aussi en coût interne. Et ensuite, une fois que la solution est déployée, ces solutions ont du mal à être adoptées par les utilisateurs. Tout simplement parce qu'elles ne sont pas forcément intuitives. On est en moyenne sur un Net Promoter Score. Alors pour les non-initiés, le Net Promoter Score, c'est la notation par les utilisateurs de l'usabilité de la solution, de la facilité d'usage de la solution. Et des utilisateurs, il y en a différentes catégories, Patrick. Mais c'est en fait le point, je crois, le plus important. C'est-à-dire que on parle d'automatisation des tâches, de contrôle du processus, mais au final, la question réelle, c'est une collaboration. Et une collaboration avec qui? Mais avec des profils extrêmement différents. Et quand on choisit un logiciel, très souvent, on va parler du contrôleur de gestion, de l'acheteur, du gestionnaire de catalogue, du comptable, mais on oublie légèrement tout de même les autres, c'est-à-dire ceux qui vont demander au début de la chaîne, ceux qui vont collaborer en donnant une opinion, le fournisseur qui est un partenaire réellement et qui collabore, et la plupart de ces gens vont venir une fois, deux fois, occasionnellement, et j'aime à les appeler effectivement des utilisateurs occasionnels, et souvent comme un fournisseur qui ne sont pas obligés de venir, ou comme un demandeur qui peut faire autrement, et je conclurai, si vous voulez, que c'est justement parce qu'ils peuvent faire autrement qu'on doit les considérer plus encore que les autres pour qu'ils viennent collaborer. Parce que si un fournisseur ne charge pas son catalogue dans le système, qu'est-ce qu'il va faire ? Ce qui va se passer, c'est qu'il va envoyer le catalogue à l'acheteur et c'est l'acheteur qui va faire le travail. Ou si le demandeur ne fait pas sa demande dans le système, il va passer la commande parce que c'est opérationnel et puis il va y avoir une facture qui va arriver avec un fournisseur qui n'existe pas. C'est ça les achats sauvages, hein. C'est ce qu'on appelle souvent les achats sauvages. Et ça, du coup, ça engendre un ROI du projet qui est mitigé, qui est pas du tout optimal. On reste sur une dépense pour prendre un SI achat et pas sur un investissement. Donc c'est vraiment une différence. Et pour arriver à ça, cette stratégie de l'humain au cœur de la solution, ça doit être vraiment la stratégie de l'éditeur. Ils en savent quelque chose dans le BTP parce que les utilisateurs, c'est par exemple les conducteurs de travaux. Voilà, tout à fait. Nous, les conducteurs de travaux ne sont pas des utilisateurs si occasionnels que ça de la solution, puisqu'ils passent des commandes de façon très régulière. Par contre, c'est pas le cœur de leur métier de passer des commandes. Ce sont pas des approvisionneurs professionnels et ils ont besoin d'un outil qui est disponible rapidement où ils puissent trouver très vite la réponse à leurs besoins. Voilà, la clé numéro 1, eux, c'est ne pas perdre de temps à passer des commandes. Très intuitif, ça doit être intuitif. Ils doivent trouver. L'idée, c'est en 3 clics qu'on doit trouver ce qu'on cherche, quoi. Bien, alors on a bien compris qu'il y avait de nombreux utilisateurs, et ce qui est pas mal dans la démarche telle que vous l'avez imaginée, pour celles et ceux qui sont face à nous aujourd'hui, c'est de décliner chacun de ces utilisateurs. Et on va commencer par le CPO, si vous voulez bien. C'est la question suivante. Le CPO, qu'est-ce qu'il attend, le CPO, vis-à-vis d'un SI achat ? Alors, qui répond ? Moi, je vais répondre. Allez, Denis. En premier lieu, ce qu'on attend d'un SI achat, c'est qu'il nous permette de déployer, de faire connaître la stratégie achat de l'entreprise à travers cet outil, donc de mettre à disposition les fournisseurs qui ont été référencés, les contrats cadres. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est aussi de mesurer la performance de cette stratégie, c'est-à-dire à quel point elle est appliquée, pas appliquée, donc de voir comment sont
pris en compte les contrats cadres? Est-ce que les catalogues sont utilisés, pas utilisés? Un aspect fondamental aussi, c'est de capter de la donnée qu'on puisse utiliser derrière pour justement pour faire des achats de façon éclairée, en sachant quels sont nos usages, quels sont nos besoins. Mais tout ça, ça nécessite, et c'est pour moi le point capital, d'avoir un outil qui soit pensé pour les utilisateurs, puisque c'est ce qui va permettre, c'est ce qui sera gage finalement que l'outil soit utilisé, que les données sont dans l'outil, que les contrats cadres mis en ligne dans l'outil soient utilisés par les opérationnels. Et donc, finalement, ce qu'on attend le plus de cet outil-là, c'est qu'il soit d'un usage facile. Il y a un enjeu pour vous aussi, si je peux me permettre, c'est de démontrer la performance de votre service achat aussi. Cet outil doit être au service de la preuve que vous êtes quelqu'un de performant, cher monsieur Denis. Oui, complètement. Donc c'est là où c'est ce que je disais tout à l'heure. Vérifier aussi que la stratégie qu'on a mis en place soit appliquée, puisque normalement c'est cette stratégie qui est garante de la bonne performance. Donc c'est déjà pas mal, tout ça. C'est déjà bien. Ça en fait des attentes. Si vous avez quelque chose à rajouter, Patrick, parce que vous avez toujours quelque chose à ajouter. C'est pas faux. En fait, c'est vrai qu'il y a un angle sur le déploiement du contrat, sur mettre à disposition les services et les fournisseurs qu'on a demandé, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que dans une structure, tout le monde est un peu acheteur pour effectuer son propre travail. Donc la direction des achats ne va pas passer des contrats avec tout le monde. Donc il faut un outil qui fasse que la direction des achats soit aussi au service des demandeurs et que la demande de quelqu'un, je ne sais pas, qui veut acheter un déménagement, qu'il puisse le faire non pas avec un courrier électronique, un Excel, mais qu'il puisse le faire au travers de la solution. Et ça ira peut-être demander la collaboration de quelqu'un qui connaît ce type de choses, puis ça arrivera aux achats de quelqu'un qui va négocier. C'est un peu tout ce type de choses. Ça peut être un devis, et donc à ce moment-là, il y a une gestion du devis. Et vous pouvez avoir des fonctionnalités autour des devis pour que il soit mieux traité, tout ça au service de la fonction achat qui va gagner du temps et qui aura bien guidé les gens. Il y a des acronymes comme Guided Buying, mais aider les gens à bien engager la société, à être relativement efficace pour qu'ils se centrent sur leur métier. Sur ces attentes des CPO, d'autres réflexions ? En fait, pour compléter le propos, je pense qu'il faut aussi un outil finalement qui apporte un certain équilibre, et c'est pas simple, entre cadrer la façon dont les achats devraient être menés ou doivent être menés, les attentes du CPO, et puis aussi permettre d'avoir un certain niveau de souplesse pour permettre de prendre en charge aussi dans cet outil tous les achats inhabituels, parce qu'on en a sans arrêt, et dans tous les métiers, mais dans le BTP peut-être en particulier, des choses qui sont pas prévues, qui sont pas dans les contrats cadres. Tiens, des masques. Et il faut pouvoir les masques. À une époque, oui, c'était les masques. On n'avait pas de contrat sur les masques. Alors ça, c'était les attentes du CPO. Donc on continue, mais on va s'intéresser aux attentes de l'acheteur. Là, sur ce point, qu'est-ce que vous nous dites ? L'acheteur, lui, il va avoir des attentes peut-être un peu plus opérationnelles, mais ses principales attentes dans ce type d'outil, ça va déjà être de ne pas passer trop de temps sur la mise en œuvre des contrats, mais de pouvoir justement que ce soit un outil à son service aussi, à l'acheteur, c'est-à-dire que de pouvoir intégrer un catalogue rapidement, de pouvoir avoir rapidement, de façon simple aussi, un aperçu de quels sont les catalogues qui sont utilisés, peu utilisés, qu'est-ce qui manque dans le catalogue, donc toutes les commandes dont on parlait tout à l'heure, qu'il faut pouvoir passer dans l'outil, mais qui sont hors catalogue, d'avoir un regard dessus pour savoir, cet achat-là revient régulièrement. On achète régulièrement des masques maintenant, c'était pas prévu, c'est peut-être l'occasion de mettre un contrat dessus. Donc tout ça, ça lui permet de piloter, d'animer son portefeuille achat. Et là, effectivement, d'avoir une intégration, on en parlait tout à l'heure, le fournisseur qui envoie le fichier en 2 minutes, les tarifs sont intégrés, et puis on peut aller même plus loin et avoir le fournisseur qui lui-même enrichit le catalogue avec de la donnée.
sur les articles. C'est vrai, si je peux compléter, pour l'avoir vécu, j'ai été acheteur en entreprise aussi précédemment, et finalement, d'autant plus dans les années à venir, l'acheteur n'est pas un data manager. On l'attend sur l'innovation, on l'attend sur la RSE, on l'attend sur la négociation des contrats, mais on l'attend pas pour passer la moitié de son temps à charger des catalogues dans un outil, à traiter des fichiers Excel et ainsi de suite. Et en ça, il y a des questions à se poser en termes quelles sont ses attentes, pour qu'il pilote mieux sa stratégie achat finalement et qu'il. Voilà. Et est-ce que l'acheteur il n'attend pas aussi d'être consulté en amont dans le déploiement de l'outil? Évidemment. Et oui. Ça peut-être la première des attentes, non? Évident, c'est pas si évident que ça dans la consultation. Vous parlez dans la consultation du choix d'un outil. Du choix de l'outil, de son adaptation à l'entreprise. Ce qu'on a pu voir, c'est que les clients qui déployaient le plus facilement les solutions, c'est ceux qui, dans la prise en compte des besoins, prenaient en compte à la fois le besoin des CPO, à la fois le besoin des acheteurs, des catégories managers et aussi des demandeurs, dont on va parler tout à l'heure. Et c'est vrai que les acheteurs, quand ils ne sont pas dans ce choix d'origine, on va pas prendre en compte leurs critères qui sont par exemple de faire un appel d'offres sur un outil qui est digital mais aussi souple qu'un Excel, ce qui est le cas de la solution, qui est effectivement de venir charger un catalogue en 30 secondes avec l'ensemble des images, des articles, des fiches techniques, sans avoir besoin de passer sur des serveurs en back-office. Toutes ces petites choses qu'on a vécues avec Fabien, avec plusieurs dans notre équipe, où on a passé des heures, des semaines à travailler sur ces dossiers-là, alors que finalement, dans la solution, ça se fait en quelques secondes. Et autre attente, peut-être, à l'autre bout, c'est d'être formé, non, à ces outils. Non plus? Moi, je dirais non, en fait. Pas formé à l'outil, informé sur la manière, le changement de geste métier, la nouvelle manière d'accomplir son métier à l'aide de l'outil. Est-ce que vous êtes en train de dire que s'il a besoin d'être formé, c'est que l'outil est trop compliqué? C'est que l'outil est trop compliqué. Ah, d'accord. C'est notre combat au quotidien. Bien. On a tout dit sur les attentes de l'acheteur? Ou presque, on va tout dire. On pourrait en dire beaucoup, mais... En tout cas, on en a dit pas mal. Donc on peut continuer cette déclinaison, et là, on va s'intéresser à qui? On va s'intéresser au demandeur, c'est ça? Le demandeur. De qui on parle quand on parle de demandeur? Tout le monde. Tout le monde peut être un demandeur, tout le monde peut demander une interaction avec le service achat pour obtenir un bien ou un service dans le cadre de l'exécution de ses tâches. Et c'est toute la difficulté ou toute la beauté de ce type d'outil, d'être un outil de collaboration où à la fois il va pouvoir consommer du contenu, des contrats, etc., que les achats ont déjà produit, et à la fois aussi faire une demande pour que quelque chose s'exécute. Je vais prendre un exemple. Quelque chose n'est pas au contrat. Moi, j'ai un événement à organiser. J'appelle directement la société événementielle. J'en appelle 2. Ils me disent qu'ils sont libres le 22 et le 23 pour mon événement. Je vais pas appeler les acheteurs pour faire ça. C'est mon métier. Je suis responsable du marketing et communication. Alors, ils m'envoient 2 devis. C'est bon, c'est dans mon budget. Je vais avoir tendance à passer la commande directement. Mais si l'outil est bien fait, à ce moment-là, je pourrais peut-être mettre mon devis à l'intérieur de l'outil, faire une demande, et la plupart du temps, les outils conservent une pièce attachée. Alors, par exemple, dans le cas d'un EasyBuy, l'outil est capable de lire, d'extraire les informations du devis et de créer une demande d'achat très formalisée qui va pouvoir faire un processus qui pourra être validé très rapidement. Donc, les outils doivent être au service de l'efficacité administrative et de l'efficacité opérationnelle de chaque personne. Denis? Oui, nous, on a même... dans les achats qu'on peut avoir dans notre métier, on a des achats planifiés. Donc là, on est dans un cadre de fonctionnement normal. Mais on a aussi beaucoup d'activités de maintenance, de services, où finalement, on a de l'achat qui se fait au dernier moment. Et on a des opérationnels qui ont besoin de passer chez un fournisseur, un distributeur, de prendre des pièces, ils font leurs courses, leur commission, et puis ils passent pas payés, mais ils passent laisser une commande avant de partir du magasin.
Et là, on a besoin aussi d'un outil qui permette de gérer ce genre de transactions, donc d'un outil en mobilité. C'est pas le soir, quand on va rentrer, qu'on aura fini sa journée de travail, qu'on va faire la saisie de toutes les commandes qu'on a passées dans la journée. Donc ça, c'est aussi un des besoins fondamentaux dans notre métier, mais dans beaucoup de métiers, on retrouve ce besoin-là. Sur le chargement des catalogues, vous m'aviez dit on attend le chargement des catalogues en autonomie, ça voulait dire quoi ? Alors, ça, c'est plus l'acheteur qui est intéressé par le chargement des catalogues en autonomie. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, où on va demander au fournisseur de charger le catalogue. Nous, à la limite, on aura peut-être les prix à mettre derrière, en fonction de la relation qu'on a avec le fournisseur. Mais en tout cas, on n'a pas, nous, à créer les articles, à renseigner les fiches techniques, les fiches produits. Demain, le poids carbone demain, ça sera le poids carbone du produit qu'on achète qu'il faudra renseigner dans le catalogue. Ça sera la part de produits recyclés qui est intégrée dans le produit qui nous intéressera aussi. Donc tous ces sujets-là, on aura besoin de faire des tableaux de bord sur tous ces achats-là pour sortir des indicateurs. Pour sortir, les acheteurs, demain, ils vont sortir des indicateurs purement économiques qu'ils vont continuer à suivre pour aller aussi sur des indicateurs RSE. Et voilà, faut qu'on puisse le faire sans passer une journée par acheteur à récolter des données, à les mouliner pour faire un tableau de bord sur ce sujet-là. Bien. Ouais, ils auront aussi besoin des fournisseurs pour faire ça, Denis, parce que l'information, elle sera chez les fournisseurs. Et c'est tout l'enjeu de considérer aussi les utilisateurs des fournisseurs, sachant qu'en tant qu'entreprise, on peut avoir un outil d'achat, mais on peut aussi utiliser l'outil d'autres entreprises qui nous passent des commandes. Donc en fait, considérer cette vision 360, ça permet d'avoir une plateforme mutualisée et des usages qui soient simplifiés pour tout le monde. Vous parlez des fournisseurs, ça va être la question suivante qu'on va se poser. Pourquoi faut-il également inclure les fournisseurs ? Qui répond ? Patrick. On pourrait dire un mot. En fait, la plupart du temps, on considère notre digitalisation. Alors qu'il s'agit d'une digitalisation de notre entreprise avec un ensemble d'autres entreprises, les fournisseurs, qui sont eux-mêmes des entreprises qui sont en cours de digitalisation. Et ça va concerner des actions humaines, comme charger un catalogue, ça va considérer aussi des échanges de factures, des échanges de commandes, donc l'entrant ou le sortant doit être considéré. Et le fournisseur est par nature, Fabien, tu l'as bien dit, les contacts des fournisseurs, les personnes chez les fournisseurs. Donc c'est pas le fournisseur, c'est une personne humaine qui pendant un certain temps va travailler sur la solution 3-4 fois, il va se connecter, puis il va changer de travail et il y aura encore quelqu'un d'autre. Donc il y a une attention particulière à collaborer avec cette personne, avec l'ensemble des enjeux purement administratifs, la RSE et autres. Denis, il faut pouvoir aussi dialoguer avec ce fournisseur. Complètement. On envoie une commande, c'est un acte unilatéral, l'envoi d'une commande, mais on a besoin qu'à un moment donné, le fournisseur il puisse nous dire j'ai bien reçu la commande, je suis en train de la traiter, vous allez être livré, ou vous avez fait une erreur, vous avez oublié les frais de livraison, ou la quantité que vous me demandez, elle n'est pas disponible tout de suite, je peux vous en livrer une partie à la date voulue et puis une autre partie un peu plus tard. Donc ce dialogue-là, jusqu'à présent, il avait plutôt lieu par téléphone avant de passer la commande, donc on est en perte d'efficacité, ou des fois il n'a pas lieu du tout. On envoie une commande, on ne sait pas si elle est traitée, on ne sait pas si elle est reçue. C'est quand même un peu dommage, quoi. Donc, non mais c'est vrai. Ne serait-ce que de savoir que la personne est partie en vacances ou qu'elle a quitté l'entreprise, parce que le contact qui était dans le système, en fait, c'est un vieux contact. Voilà, c'est des choses qui aujourd'hui sont obligatoires dans les solutions actuelles et qui sont demandées. Oui. Par contre, il ne faut pas oublier que quand on commence à outiller un processus, on peut le geler. C'est-à-dire et générer de l'exception. Prenez la commande. On dit j'ai mis une commande, c'est un engagement d'entreprise, on ne la touche plus. Alors que c'est pas vrai. Il y a énormément de processus où il y a un changement de la commande, même après son émission. Et si vous avez une solution qui permet pas le changement de la commande, eh bien à ce moment-là, on va se tomber devant le j'annule et je remplace, qui cause un nombre d'embêtements considérables, je crois, non ? Complètement. Surtout si le fournisseur a déjà envoyé une partie de la commande, fait une facture, on annule, on remplace. Il y a une commande avec un autre numéro, donc on reçoit une facture avec un numéro de commande qui correspond pas à la commande définitive. Donc
là, on est tout de suite perdant par rapport à l'objectif Vous allez, final. j'espère, pardonner la naïveté de ma question, mais je me mets à la place du commercial, du fournisseur. Hein. Lui, il va aller, par exemple, sur votre plateforme, mais après, il va aller dans la même journée sur une deuxième, une troisième, une quatrième, une dixième. C'est compliqué pour lui. Il y a des mots de passe pour entrer différents. Vous y réfléchissez à ça ou pas? La tendance, la tendance, c'est vraiment de proposer sur une adresse mail professionnelle un environnement qui permette d'interagir avec plusieurs clients qui utilisent la même solution pour envoyer des commandes. Et que ce soit des commandes, des appels d'offres, des contrats, et aussi que le fournisseur, et si cette personne-là chez le fournisseur est en capacité de diffuser des grilles tarifaires, qu'il ait aussi la capacité de le faire pour le compte de ses clients, parce que c'est la meilleure source d'information. Est-ce qu'il y a d'autres attentes du fournisseur qui, vous m'avez dit ça lorsqu'on s'est rencontrés pour préparer cet atelier, vous m'avez dit c'est le grand oublié de la collaboration. C'est le grand oublié parce que j'ai vu beaucoup d'appels d'offres en tant qu'éditeur et aussi en tant que participant à l'aide au choix, et il est assez rare que les achats demandent aux fournisseurs leur opinion de ce que l'outil, un des outils visés. Oui, c'était plutôt, tu veux travailler avec nous? Bah tiens, allez, adapte-toi, c'est ça? Oui, sans forcément que ça soit aussi violent que ça, c'est juste que... J'exagère à peine. Mais c'est un fournisseur, donc finalement le fournisseur suit notre opinion. Et donc, c'est vrai, mais c'est la même chose pour les demandeurs. Hein. On reste souvent dans une équipe projet et peut-être qu'on ne veut pas prendre le risque de demander l'avis à l'extérieur de l'équipe projet. Est-ce que les situations un peu inédites qu'on a traversées ont un peu accéléré quand même la prise de conscience qu'il fallait intégrer le fournisseur et que les relations avec lui étaient en train de changer? Oui? Ces relations s'équilibrent. Le fait d'avoir un outil collaboratif qui équilibre les rapports de force entre les fournisseurs et les entreprises est devenu un enjeu majeur. D'autant plus qu'on va vers de l'innovation environnementale aussi. Et là, les fournisseurs ont besoin d'être partie prenante de la stratégie de l'entreprise. On n'est rien sans un fournisseur quand on est aux achats. Oui, vous alliez une anecdote, c'est qui vient de nos clients, c'est qu'au tout démarrage de la crise Covid, pendant le premier confinement, ceux qui se faisaient livrer en priorité, c'est ceux qui envoyaient une commande digitale. Quand on pouvait plus aller, quand tout était fermé, il y avait ceux qui avaient un outil digital pour passer des commandes et les autres. On n'aura pas une pandémie tous les jours. Hein. En tout cas, on croise les doigts. En tout cas, ça a été un accélérateur, pour répondre à votre question, ça a été un accélérateur de ce genre de réflexion. Après, je pense que le fournisseur, il a besoin aussi, et ça c'est quelque chose que permet la solution, d'avoir une garantie sur l'authenticité de la commande qu'il reçoit. Ah aussi. Parce qu'aujourd'hui, on est de plus en plus confronté à des fausses commandes qui sont envoyées par mail, qui sont parfois très bien imitées. Et là, une solution qui permet de renvoyer sur une plateforme où il faut cliquer, on arrive sur l'outil, sécurisation de... Ah oui. On sait que c'est pas un faux mail qui a été envoyé puisqu'on est sur la plateforme. Ou alors après, il faut pirater leur plateforme. Mais là, on y reviendra. C'est un peu plus complexe, quoi. Hein. Et madame, messieurs, et les DAF alors? Nos chers directeurs administratifs et financiers, c'est la question suivante après les fournisseurs. On s'intéresse, alors vous dites les CFO, mais oui, mais moi je dis les DAF, pardonnez-moi. Alors les CFO et les DAF, ouais. Alors. Leur premier besoin c'est de monitorer leur budget, de savoir où ils en sont dans leur budget, est-ce qu'ils sont en train de dépenser plus ou moins. Et là, d'avoir cette dépense, d'avoir les engagés dans la solution, c'est un enjeu majeur et nécessaire. C'est même plus un choix, c'est nécessaire aujourd'hui. Le deuxième point aussi, c'est que le DAF ou le CFO va être responsable de la clôture comptable annuelle, voire même trimestrielle, hein, vu plus l'entreprise est importante. Et ça, c'est impossible de le faire quand on n'a pas les engagés. On prend beaucoup de temps, on perd beaucoup de temps parce qu'on n'a pas les fameuses FNP, les factures non parvenues. Ce qui fait que l'obtention de ces informations sur les engagés est stratégique, qui fait gagner beaucoup de temps à l'équipe CFO. Quoi d'autre?
Quoi d'autre? Il y a aussi un enjeu majeur pour les CFO qui est le référentiel fournisseur. Ils nous en parlent souvent, le fait de ne pas savoir finalement si l'entreprise achète vraiment au fournisseur référencé ou pas, parce qu'une facture qui vient d'un fournisseur qui n'est pas référencé coûte beaucoup plus cher. On est dans les ordres de 150 € par facture, alors qu'en temps réel, on est entre 20 et 50 € par facture en fonction de l'organisation de l'entreprise. Donc le coût est beaucoup plus important. Et le risque pour l'entreprise, le risque fournisseur, qui est d'ailleurs en tête des enjeux majeurs des directions achats depuis l'année 2021, ce risque fournisseur est très important si l'entreprise n'a pas un référentiel fournisseur piloté. Patrick. C'est curieux, c'est sur le langage. On a parlé de demande d'achat, et Mélanie nous parle aussi d'engager. Et c'est vrai que quand vous avez la vision du CFO ou la vision de la comptabilité, ils parlent, eux, de demande d'engagement. Donc il s'agit bien de l'engagement de l'entreprise. Et finalement, un procure to pay, c'est aussi une solution qui permet de mettre en place une compta par engagement, qui est une étape dans l'évolution de la comptabilité. Et l'autre aspect, je pourrais dire, c'est la vision plus du contrôleur de gestion, qui est l'efficacité opérationnelle de l'entreprise, puisque si un demandeur achète sur un catalogue, donc à un fournisseur référencé, et qu'il sait, grâce à la machine, qu'il a un budget, la commande peut être parvenir directement au fournisseur, et si ce fournisseur est connecté, il va recevoir la commande, il va faire parvenir la facture, et on va pouvoir dire, si j'ai reçu les biens, je paye la facture. Le tout a été fait purement électroniquement, donc on peut dire que la transaction est proche de zéro. Donc en fait, il y aura différents canaux d'achat avec des interventions humaines, et au mieux sur certaines familles, on peut être sur un coût marginal de la transaction. Est-ce que le DAF attend aussi que l'outil soit évolutif par rapport au fonctionnement qu'il pourrait mettre en œuvre dans sa boîte? Est-ce que c'est un enjeu pour lui ou pas? Il y a un enjeu assez fort qui arrive, la nouvelle loi de finances sur la dématérialisation des factures en juillet 2024, c'est la date qui est annoncée aujourd'hui, mais contraint les directions financières à digitaliser le process de réception des factures fournisseurs. Et à partir du moment où on digitalise ce process de réception de la facture, on a envie d'aller plus loin et d'aller voir ce qui se passe avant la facture, parce que ce que disait Patrick est très intéressant. Quand on a le bon de commande qui se raccroche automatiquement au bon de livraison et à la facture, ce fameux matching 3 voies automatisé dans des solutions comme les nôtres, à 95%, on n'a plus que 5% des litiges à gérer. Le gain en ETP est phénoménal. Derrière, on peut faire des tâches à plus forte valeur ajoutée et on sécurise aussi toute cette transaction. Et quand on est CFO, l'enjeu majeur, c'est de sécuriser ce qui se passe en termes de dépenses dans l'entreprise. J'irais même au-delà. C'est-à-dire qu'il y a des comptabilités qui ont mis en place une dématérialisation de la réception des factures entrantes. Mais si on s'arrête là, le retour sur investissement n'est pas complet parce que on peut avoir des demandes d'engagement. Enfin, la comptabilité n'a pas la demande de l'engagement, n'a pas la commande et il n'a pas la réception. Ce qui fait qu'il va avoir beaucoup d'exceptions. Quand il a la totalité du processus, de la demande d'engagement, demande d'achat, et de l'autre côté, il a la partie dématérialisation facture, alors il peut vraiment escompter un retour sur investissement. Et ces systèmes-là, réellement, produisent réellement un vrai calcul de retour sur investissement. Sur ces systèmes-là, c'est sûr. On a tout dit. Ou presque, encore une fois. Vous vouliez également évoquer le chef de projet SI. Et vous considérez qu'il joue un rôle central. Et pourquoi? Et expliquez-nous. Très bien. En fait, le chef de projet SI, il joue un rôle central parce que ça va être le premier ambassadeur d'un projet. Il s'agit de déployer une solution. Il ne s'agit pas que la personne qui est en charge d'eux ne soit pas parfaitement investie dans son rôle. Et pour ça, c'est souvent, et c'est mieux, que ça soit quelqu'un issu du métier. Un acheteur. Si je vous donne un exemple, moi ça a été mon cas. J'étais acheteur et un jour on m'a dit tiens, tu vas déployer une solution achat. Vous ne savez pas comment ça fonctionne Je ne m'y étais jamais intéressé. Mais je suis rentré dedans petit à petit et ce qui m'a aidé à rentrer dedans, c'est la simplicité de la solution en elle-même, de la conception, de la compréhension aussi du fonctionnement interne de la solution pour me l'approprier et savoir comment transcrire au mieux les process de l'entreprise dans les paramétrages. Voilà. Et ça commence dès le début de la phase projet. Voilà. Et le chef de projet, il va devoir à la fois concevoir la solution en termes de paramétrage, mais en fait, on l'a dit,
c'est pas sur l'outil en tant que tel qu'il y a un enjeu, c'est sur les utilisateurs, c'est sur expliquer aux utilisateurs les enjeux qu'il y a en termes de changement, les nouvelles méthodes, l'application des contrats. Et 80% de l'effort d'un projet de déploiement de SIHA, ça doit être sur la conduite du changement. 20% sur l'outil, 80% sur l'accompagnement. C'est comme ça que vous avez travaillé chez Spibat ? Oui. On n'a pas formé les utilisateurs, on leur a plus expliqué la philosophie de l'outil. L'outil se prend en main quasi automatiquement, enfin c'est très intuitif. Et c'est bien l'objectif, par contre, effectivement, d'accompagner les gens, les utilisateurs, pour leur expliquer le pourquoi ça se passe comme ça, alors qu'avant ça se passait autrement. Ou pourquoi à tel endroit on arrête le papier et puis on passe sur un outil informatique. Oui. J'allais dire, on arrête le papier et on arrête l'Excel. C'est-à-dire que l'on voit très souvent des gens qui ont ce type de système, par exemple avec leur gestion du budget, donc ils ont leur budget dans la machine, mais il y a une petite défiance. Oui. Alors ils continuent à avoir l'Excel avec la liste de ses commandes, de ses réceptions, etc. Ouais. Et c'est Marc Sauvage, qui est directeur des achats de la région Île-de-France et qui est codir du CNA, qui dit souvent, s'il y a une la présence des fichiers Excel, c'est une défiance envers les systèmes de l'entreprise. Et c'est vrai qu'il y a une défiance. Donc on doit aussi donner cette confiance dans la donnée, confiance dans les tableaux de bord, pour que les gens évitent d'avoir des doublons. Vous vous rendez compte du destin de ces tableaux Excel qui étaient portés au nu autrefois et qui aujourd'hui... Et c'est vrai que ça, c'est un point important parce que quand on a dans notre démarche, qui est une démarche vraiment ligne où on travaille avec nos clients, quand on co-construit les fonctionnalités avec eux, systématiquement, ils nous demandent à ce que les fonctionnalités intègrent plein de petites choses d'Excel. Et on le fait bien, en particulier sur l'intégration de fichiers Excel, sur notre tableau d'analyse des offres dans la partie appel d'offres, où l'utilisateur a l'impression d'être sur un fichier Excel avec toute la souplesse, mais par contre, il y a la rigueur du digital. Donc c'est vrai que c'est une demande constante de nos clients de dire, mais il faut garder la facilité, la souplesse d'Excel, et c'est vrai que c'est très bien Excel pour ça. Par contre, il faut ramener la rigueur et le côté collaboratif d'un SIHA. Je me rappelle, excuse-moi, je me rappelle d'un client dans le sud de la France, dans la région toulousaine, qui avait mis en place un système de facturation électronique avec la demande, mais à la comptabilité, il continuait à imprimer et archiver le papier parce que on a toujours fait comme ça. Oui, et puis ça rassure. Et ça rassure. Il est là, je le vois. Gestion des changements des gestes métiers. Enfin, non mais voilà, c'était pour rebondir. À partir du moment où on a une solution à 90% pré-packagée, où en fait on n'a pas besoin de se poser la question de comment est-ce qu'on va brancher les tuyaux. Finalement, l'enjeu aussi pour un chef de projet SI, achat, qui vient du métier, ça va être de vérifier l'adoption des utilisateurs. Et en ça, on va aussi aller vers des outils de reporting simple, de GPS. Vous savez, dans les solutions aujourd'hui, il y a des GPS applicatifs. Eh ben, le GPS applicatif, on vous guide, vous dites, j'ai besoin de passer une demande d'achat. Eh ben, votre souris se décale et on vous dit clique là, mais pas sur un cas préformaté. En fait, on vous dit d'aller saisir des infos et à chaque étape, dès que vous avez saisi des infos, vous arrivez à votre commande en quelques clics. C'est pour ça qu'il n'y a pas de formation, en fait. Trop simple. En fait, on cherche, l'utilisateur va être guidé, on va suivre son adoption. Et l'enjeu, c'est ça. L'enjeu, c'est que pour le chef de projet SIHA, c'est vérifier que la solution soit utilisée plus que dépenser de l'énergie à la concevoir. C'est vrai. C'est vrai que la question souvent, quand on est en face d'un écran, c'est sur quoi je dois cliquer après. On est là, est-ce que je dois faire après? Et puis alors on finit par faire valider. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Et les outils de formation, quand ils sont là, parce qu'ils sont nécessaires à cause de la solution, c'est alors une fois que vous avez cliqué sur appel d'offres, alors vous devez vérifier que les fournisseurs sont invités. Ah, alors le tape fournisseur. Et effectivement, une application moderne qui songe à l'humain, c'est elle qui est au service des humains et pas l'humain au service de la machine. Bien dit. Les DSI, c'est l'autre question. Est-ce que la solution s'accorde avec les défis des DSI? Mélanie? Non? Patrick, peut-être. J'aurais pas parlé tout le temps non plus, mais... Mais vous aimez ça? Oui. Non, mais les DSI ont leur système, ils doivent effectivement s'attarder sur ces solutions. Les différents éditeurs essaient de faire extrêmement attention au grand chapitre de la cybersécurité. On a frôlé le sujet tout à l'heure, qui est très importante. Il y a de nouvelles versions régulièrement. Est-ce que des tests de pénétration sont faits
de manière régulière. C'est très inégal d'un éditeur à l'autre, donc il faut que les DSI aillent chercher cette information. On parle intégration. Tout le monde dit je fais une intégration, une connexion où il y a des connecteurs. Il faut qu'ils se penchent pour voir lesquels des éditeurs sont des bons ouvriers, c'est-à-dire quand ils disent qu'il y a un connecteur, il y a un connecteur et qu'ils ne survendent pas. Donc là, on va attendre de la DSI qu'ils viennent vérifier si l'éditeur est un bon ouvrier, pour pouvoir faire la différence entre ceux qui travaillent bien et ceux qui font plus de marketing, parce que dans notre métier, il y a beaucoup de marketing. Quelles sont les relations que vous avez avec les DSI ? Elles sont très intéressantes et constructives. Les DSI, pour nous, ce sont aussi des ambassadeurs de notre solution, parce qu'ils sont rassurés aussi par notre infrastructure, par notre technologie, par notre capacité de réactivité sur la solution, rassurés aussi par nos hébergeurs, parce qu'aujourd'hui, notre solution s'héberge sur l'hébergeur de données de santé leader en France, ce qui fait qu'on a vraiment tous les éléments ISO pour être en conformité par rapport à leurs attentes. Ce qui est intéressant, c'est que les DSI ont souvent peur de la mise en place d'un outil externe parce que ça engendre des risques de projets, des projets très longs, des interfaces qui sont complexes. Or, nos projets sont efficaces. On est sur 2 mois de déploiement dont on parlait tout à l'heure, y compris les interfaces. Quand les choses sont bien structurées en avance, quand les specs sont bien écrites, on arrive à déployer très rapidement. Un exemple, on est en capacité de faire un punch-out en 3 à 5 jours de développement. C'est très rare parce que la technologie est faite pour ça, parce qu'on bénéficie aujourd'hui aussi de nouvelles technologies. C'est notre force dans le développement de notre solution. Denis, chez Spibat, le DSI est intervenu lorsque vous avez déployé cet outil ? Ah oui, le DSI, ça a été le promoteur de la solution chez Spibat-Ignol. Ah oui ? Oui. Pour quelle raison ? Je pense que la raison numéro 1, c'était il a trouvé un outil dont il pense... Et ça a été le cas, il pensait que ça allait être déployé rapidement à moindre coût de déploiement. Donc après avoir vécu quelques projets qui ont duré très longtemps... Il s'est dit là, je prends. Il s'est dit là, on prend tout de suite. Et puis on avait des problèmes opérationnels à résoudre. Un sujet sur les données aussi, c'est tout bête, mais on parle de solutions, comme le disait Patrick tout à l'heure, solutions SaaS, cloud, dans le nuage, mais où est le nuage ? Aujourd'hui, on le dit pas assez en fait, mais le fait d'être français, 100% français, entre Bordeaux et Toulouse, avec des données hébergées en France, c'est aussi une question que se posent les DSI aujourd'hui. Où se trouve le nuage ? Je sais pas Où se trouve le nuage ? Au-dessus de quelle ville, Bon, alors on va aller droit au but. On va se dire, on va mettre nos amis d'EasyBuy, de Ibat, à l'épreuve. 9e et dernière question. Pourquoi EasyBuy ? Et est-ce que vous répondez à tous les enjeux qu'on vient de décrire ? Alors vous n'allez pas nous faire l'article, mais en tout cas vous allez essayer de nous convaincre. C'est pas gagné. On est des esprits critiques ici. Alors ce qui est sûr, c'est qu'au cœur de la stratégie de la solution EasyBuy, il y a l'humain. C'est le début du projet, c'est vraiment la volonté de ne pas faire vivre à nos clients ce que nous avons vécu dans nos vies passées, c'est-à-dire de faire en sorte que les hommes et les femmes qui sont derrière leur ordinateur gagnent du temps, prennent plaisir à utiliser la solution et gagnent en efficacité. C'est pour cette raison qu'on a 3 éléments clés en fait dans la solution EasyBuy. C'est d'abord le déploiement en 2 mois qui se fait de manière sereine, également, ce qui est un point important, de manière efficace et sur la base d'une solution prépackagée. Donc les risques sont très limités en termes de déploiement. Vous vous engagez sur le délai parce que dans les BTP, ils s'engagent sur les délais. S'ils dépassent, ils ont des pénalités. Donc, on s'engage sur le délai, on sait même faire mieux. Je vais vous donner un exemple avant d'1 mois de déploiement pour une ETI de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est un point important. Le deuxième aussi point important, je vous parlais de la volonté de faire en sorte qu'on achète aussi facilement en entreprise que dans notre canapé le soir, tranquillement. C'est réellement le cas avec la solution EasyBuy qui s'utilise sur PC, sur tablette, mais aussi sur smartphone, sans connexion Internet si c'est nécessaire, et qui permet en quelques clics de passer sa commande avec bien sûr tous les workflows de validation, tous les axes analytiques nécessaires pour SI achat, mais dans une expérience simple. On est sur un Net Promoter Score à 7,71, donc ça montre à quel point la solution elle est appréciée par les utilisateurs. Et si je peux me permettre un dernier point, on a cette capacité dans l'équipe qui est composée d'experts en logiciel et d'experts en SI achat, cette capacité à comprendre
le besoin de nos clients utilisateurs. On est plusieurs anciens acheteurs, responsables achats. On arrive à les écouter, à les comprendre surtout et à transformer ça en fonctionnalité. Alors 2 exemples, vu que c'est le chiffre du jour. Le premier exemple, c'est l'OCR dont Patrick parlait tout à l'heure. On est en capacité de prendre un devis, de le déposer sur la plateforme et en 2 secondes, ça crée le bon de commande, même s'il y a des centaines de lignes dans le bon de commande. Ça permet un gain de temps qui est énorme, qui permet de capter la data, de mettre en place des stratégies achats qui sont adaptées derrière cette data obtenue. Donc c'est vraiment un enjeu qui est très fort. Et la deuxième innovation récente, c'est la géolocalisation des fournisseurs qui permet aux entreprises d'acheter responsables à proximité, le plus proche de chez soi. La mobilité aussi, c'est important. Oui, les 2 choses que j'aime bien, pour avoir échangé avec quelques clients, les 2 choses que j'aime bien, la première, c'est qu'il y a des acheteurs chez EasyBuy, et ce n'est pas le cas partout. Et au Conseil national des achats, il a déjà été remarqué que l'absence de directeur achat, de manager achat, de fonction achat dans la décision de la roadmap digitale des outils achats est un problème ou dans la compréhension. Et sinon, ce que j'aime bien pour avoir rencontré quelques clients d'EasyBuy, c'est la mobilité. C'est une application en mobilité. Mais pas seulement. C'est une application en mobilité déconnectée. Donc vous êtes dans le train, le Wi-Fi n'est pas parfait, le réseau de l'opérateur n'est pas parfait, c'est pas grave, vous finalisez vos demandes d'achat et ça va. Tous les catalogues se retrouvent sur votre téléphone mobile. Donc c'est en mode déconnecté. Et ça, cette capacité à pouvoir travailler en mobilité, en déconnecté, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment au service de l'humain, qui va pouvoir faire son travail au moment où il veut le faire. Fabien ? Moi, il y avait un point sur on parlait d'Excel. J'étais acheteur, mon meilleur ami, c'était Excel avant. Aujourd'hui, au quotidien, notre différenciation, c'est que, on va charger des Excel et pas des fichiers techniques compliqués qui demandent à passer par des DSI pour charger du contenu dans la solution. Et en 2 minutes, on peut charger un catalogue de 10 000 lignes de tarifs reçus d'un fournisseur. Ah oui, c'est très réactif. Et donc, voilà, c'est... Le retour sur investissement. Nous, le retour sur investissement, il est présent puisque, en fait, l'outil a été adopté par les utilisateurs et c'est ça qui est garant du retour sur investissement. Parce qu'on peut mettre le plus bel outil du monde ou le plus cher. Si à un moment donné, il n'est pas utilisé comme il faut, s'il ne rencontre pas l'adhésion des opérateurs, des acheteurs, ça deviendra une dépense et ça ne sera pas un investissement. On va essayer de résumer tout ça. En bref. Qui commence cet exercice périlleux qui consiste en 30 secondes à essayer de dire voilà ce que je voudrais qu'on retienne aujourd'hui? Commencez, Mélanie? EasyBuy, c'est un outil qui est collaboratif, qui est construit au service de l'humain. Mais quelque part, je pense que la solution, ça reste simplement un outil. Ce qui est important, c'est la philosophie de l'entreprise et du service achat qui veut mettre en place une solution qui doit être simple, intuitive, mais aussi qui doit permettre à quelque part, ce sport individuel, qui était la passation de commandes au téléphone, sur Excel, par mail, qu'elle devienne un vrai sport d'équipe, avec cette équipe qui va passer une commande aussi en relation avec la stratégie de l'entreprise. Et ça, c'est important. Les services achats sont au service de la stratégie de l'entreprise. Souvent, on l'oublie. Et notre rôle, c'est de permettre ce lien et cette continuité. Denis? En bref, le plus important, c'est la prise en compte du besoin de tous les utilisateurs de l'entreprise et donc de faire une solution qui soit à la fois suffisamment souple pour permettre de passer toutes les transactions, quelles qu'elles soient, même hors cadre. Et c'est ça qui sera garant finalement de la réussite du projet et de la bonne adoption de l'outil. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est la bonne adoption de l'outil qui fera qu'on ne dépense pas en vain. Fabien, 30 secondes. 30 secondes, du coup. Vous êtes membre d'une direction achat et on vous demande de déployer une solution et vous n'y connaissez rien en système d'information. 2 mois, c'est le déploiement de notre solution qu'on peut vous garantir. Si vous savez exactement comment fonctionne votre entreprise, moi, je saurais vous accompagner en tant qu'expert des achats pour implémenter une solution facilement à 90% prépackagée. Patrick. On va prendre un autre angle. Nous savons, tous les acheteurs, que
le vrai marché, c'est aller voir ses fournisseurs, ce n'est pas être dans ces tableaux Excel. Eh bien, la solution, c'est pareil. Embarquez vos fournisseurs, c'est une collaboration avec des gens qui sont en dehors de vos murs. C'est la suite de ce que vous faites quand vous allez les voir. Merci pour la précision, la concision et la construction de vos propos. On a balayé le sujet, mais vous pouvez aller plus loin avec nos intervenants, puisque vous avez un lien qui va s'afficher, sur lequel vous allez cliquer avec vos petits doigts musclés et vous aurez la possibilité d'échanger avec nos amis. J'espère que cet atelier vous a intéressé. Moi, j'ai appris des choses, en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite pour d'autres ateliers sur ces universités des achats. Bye bye.